tous, ce matin, nous nous retrouvons pour cette 19e visioconférence, notre rendez-vous, et nous allons parler ensemble d'une autre échappée culturelle. Après avoir parlé ensemble du Berry avec Cédric, nous avons évoqué la Slovénie, entre autres, nous avons évoqué Chypre. Ce matin, c'est pour parler de la Normandie et en particulier la personne qui parle. D'une thématique sur les pas de Gustave Flaubert, donc de Rouen et sa région. Karine, tu peux couper les micros, on a encore des personnes. Ce matin, pour parler donc de cette thématique culturelle, de ce voyage culturel et littéraire, nous avons la chance d'avoir parmi nous l'un de nos fidèles conférenciers donc à Plein Cap depuis de nombreuses années. Il s'agit de M. Christian Furia. Un certain nombre d'entre vous le connaissent et ont eu le plaisir de l'apprécier lors des conférences sur les différentes croisières, en excursion aussi, puisqu'il a le plaisir d'être avec nos guides accompagnateurs, en particulier sur la Norvège. Donc, Christian va nous parler ce matin, dans un premier temps, donc, de Flaubert du côté littéraire, du parcours de l'écrivain. Et je vous retrouverai donc moi ensuite pour vous parler plus du côté touristique de la Normandie, de Rouen et des différents monuments que nous visiterons au cours de cette escapade culturelle du 10 au 12 septembre. Cette escapade sera sous la conduite donc d'une autre conférencière fidèle aussi à Plein Cap depuis plus de 20 ans, puisqu'il s'agit d'Oksana Gara. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christian et je vous retrouve dans à peu près une vingtaine de minutes pour poursuivre après Christian. À tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, Christian. Il faut partager juste votre écran. Vous avez mon écran? Pas encore. Je recommence la manie. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en plein écran et ce sera parfait. Alors, toujours. Parfait. Bon, bah, tant mieux. À maintenant, faire des conférences, il y a toujours des problèmes techniques de plus en plus compliqués. Alors, bonjour à tous. Oui, bien que natif de l'Est de la France, je me suis passionné pour les écrivains normands en général. C'est vraiment un lieu fabuleux en ce qui concerne la littérature et en particulier pour Flaubert. C'est incontournable, il fait partie des très grands romanciers du 19e siècle et c'est un peu un passage de temps entre les romantiques du début du 18e siècle Christian, on ne vous entend plus. On n'a plus de son. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, oui. Faut vous gardiez le micro pas très loin. Ouais. Alors, attendez, j'ai un problème technique pour passer les images. Voilà. Si vous voulez, c'est un passage de témoin. Et comme tous les grands écrivains, ça a d'abord été un grand lecteur. Donc, je vous ai mis la liste des gens qui sont à peu près ses contemporains, qu'il a connus parfois personnellement, en tout cas dont il a lu les œuvres, et qui très très tôt, alors qu'il a 9-10 ans, il va lire abondamment. Donc, vous voyez, c'est assez large et il restera fidèle pendant toute sa vie à ce type, à ces gens. Il les citera très souvent dans sa correspondance, parce que la correspondance de Flaubert est un monument absolument énorme qui fait plusieurs dizaines de tomes, alors que ses œuvres les plus connues sont relativement
limité. Mais ça, on le verra. Vous m'entendez toujours? Un peu faible. Non, c'est bon, Christian, continuez, c'est bon. Vous m'entendez? Bon, alors, par contre, j'ai un problème pour passer là. Donc, après sa période d'enfance qu'il a passée à l'Hôtel-Dieu puisque son père était chef de service à l'hôpital de Rouen, il vivait dans une aile de l'hôpital et il est certain que le fait d'enfants, de voir les malades, de voir les salles de dissection, enfin de voir toute cette ambiance hospitalière, ça a développé une certaine mélancolie et une certaine tristesse chez lui qui l'a suivi pendant toute sa vie. On peut dire qu'il va devenir adulte en 1836, vous voyez, c'est assez précoce, j'allais dire intellectuellement et physiquement. Intellectuellement, il va rencontrer un certain nombre de femmes, et les femmes vont jouer un rôle très important dans sa vie. Il va rencontrer celle qui sera sa muse pendant pratiquement toute sa vie, avec laquelle il aura des relations que platoniques, qu'il traduira ensuite dans dans un livre qui est très très largement autobiographique, qui est l'éducation sentimentale. Et il va commencer à écrire ses œuvres, ce qu'il écrit à cette époque-là, quand il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça ne sera publié qu'après sa mort. Mais ce qui est tout à fait typique de Flaubert, c'est que toutes ses œuvres, même ce qui sera publié 20 ans après, il les a conçues très très tôt et il a même commencé des rédactions d'œuvres qui ne seront publiées que plusieurs dizaines d'années d'après. Mais on peut donner, c'est ce que j'aimerais vous faire passer, les grandes lignes de l'œuvre de Flaubert, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont vraiment autobiographiques, et c'est pour ça qu'il est important d'aller en Normandie pour voir les lieux qui ont servi de modèle aux différentes localisations de ses romans, et bien sûr, en particulier pour ce qui est de Madame Bovary, mais il y a aussi des œuvres qui sont de fiction totale ou qui font partie des rêves de Flaubert, mais chaque fois, il y a un désir de précision. Alors on dit que c'est parce que son père était un grand chirurgien, parce qu'il avait assisté à des scènes médicales, il veut toujours voir le lieu où se passent ses romans. Et donc, quand les romans se passent en Normandie, ben, c'est assez simple, mais quand ça se passe au Moyen-Orient ou en Tunisie, eh ben, il va sur place. Il est toujours allé sur place. Et alors, c'est un autre paradoxe de Flaubert, c'est que d'un côté, c'est un ermite qui vit assez isolé à certaines périodes de sa vie, mais c'est aussi un très grand voyageur parce qu'il a parcouru tous les pays autour de la Méditerranée, chose que nous avons fait ensemble souvent, mais qui, à l'époque, était bien sûr beaucoup plus difficile que maintenant. Un exemple d'œuvre qui va macérer en quelque sorte pendant une vingtaine d'années, mais qui part d'un souvenir très précis, c'est ce fameux vitrail de la cathédrale de Rouen qui représente la légende de Saint Julien l'Hospitalier. Mais bon, alors il a passé son baccalauréat, ce qui est à l'époque quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous rappelle qu'il n'y a que 1% d'une classe d'âge de garçons, évidemment les filles ne passent pas le baccalauréat, il y a 1% de la classe, d'une classe d'âge qui a le baccalauréat en 1844, dans les années 1840. Alors, après son bac, il s'inscrit en faculté de droit à Paris, mais
pour lui, il s'ennuie et il pense déjà à la littérature. Et est-ce qu'il y a une cause? Quelle est la cause? On ne sait pas très bien. En tout cas, il est victime d'une attaque nerveuse. On a dit que c'était une maladie épileptique, mais en fait, c'est assez contesté maintenant. Donc, on pense une sensibilité nerveuse particulière. En tout cas, ça l'arrange bien parce que ses parents comprennent qu'il n'est pas fait pour les études et il va pouvoir vivre de ses rentes. C'est une grande chance de Flaubert, ça ne sera pas donné à tout le monde, mais il est riche. Son père est riche. Son père, qui va d'ailleurs bientôt décéder, laissera 500 000 francs or à ses héritiers. Si vous voulez, 500 000 francs or, c'est pratiquement plusieurs millions d'euros actuels. Donc pendant longtemps, Flaubert n'a pas de souci d'argent et donc il va pouvoir travailler ses romans, contrairement à beaucoup d'autres qui publiaient vite pour récupérer un peu d'argent. Ce n'est pas du tout le cas de Flaubert. Il peut travailler un roman pendant des années et des années, puisque n'importe comment, il a d'autres ressources. Sa sœur, qu'il aime beaucoup, se marie et curieusement, toute la famille accompagne le jeune couple en Italie pour le voyage de noces. Et c'est là où il va trouver ce tableau de Bruegel à Gênes qui va lui inspirer son roman La Passion de Saint-Antoine. Il va à la fois perdre son père et sa sœur. Sa sœur, qui s'appelle Caroline, va mourir en couches. Il y a 2 femmes dans la famille Flaubert qui mourront en couches, dont cette sœur. Ça montre bien le côté effroyable des accouchements au XIXe siècle, avec cette mortalité, cette surmortalité des femmes en couches. Alors ça sera un grand drame pour lui et il va, avec sa mère, élever la fille de sa sœur, qui porte le même prénom, qui s'appelle aussi Caroline. Donc, sa nièce va être sa joie de vivre jusqu'à sa mort. Alors, il fait d'autres rencontres féminines, en particulier Louise Collet, qui était née à Aix-en-Provence, Jean-Marie, son nom de jeune fille, c'est Revoile. Elle était apparentée à un peintre relativement connu de l'époque. Et cette femme, il va avoir une liaison assez orageuse avec elle, mais l'intérêt pour nous, c'est qu'il va lui écrire et elle va lui répondre. Toutes les lettres que Flaubert a reçues ont été gardées et beaucoup de celles qu'il a envoyées. Et leur liaison est surtout intéressante pour nous par les lettres qui ont été faites. Alors, pour se remonter le moral, avec un ami qu'il avait rencontré en fac de droit, il va traverser la Bretagne. Ils font un grand voyage. C'est le premier des grands voyages de Flaubert. C'est un voyage qui va durer 3 mois. Ils vont parcourir la Bretagne à pied et ça nous donne un témoignage assez intéressant de ce qu'était aussi la Bretagne à cette époque-là. Alors évidemment, il est normand, donc il juge la Bretagne en normand, donc ce n'est pas toujours à l'honneur de la Bretagne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que une grande moitié de la Bretagne, eh bien, ils ne comprennent rien parce que tout le monde ne parle que le breton. Ensuite, il va aller s'installer à Paris et c'est là où il va commencer à écrire et publier. Et son roman, qui est le premier roman publié, va être un succès énorme, un succès par le côté tout à fait novateur de son texte, qui est un style indirect libre qu'on trouve souvent dans la littérature anglaise, d'ailleurs à cette époque-là. C'est un style sans guillemets, donc on ne sait plus trop qui parle et si ce n'est pas l'auteur. Et donc il y a un échange permanent entre ce que pense le personnage et l'univers
qui l'entourent. Ensuite, il va vouloir se distancer, faire une sorte de déréliction entre le romancier et son œuvre. C'est paradoxal parce qu'il va dire « Madame Bovary, c'est moi », donc on pourrait croire qu'il y a un investissement affectif qui est contraire au côté impersonnel. En fait, quand il a dit, ou du moins quand on lui a prêté cette phrase « Madame Bovary, c'est moi », c'est qu'il voulait dire qu'il n'a copié personne, qu'il a créé un personnage et qu'il a créé tout ce qui entoure ce personnage. Mais c'est qu'à moitié vrai, puisque il y a beaucoup de scènes descriptives dans Madame Bovary qui sont des scènes vécues par Flaubert. Évidemment, il y a un procès derrière. Les actes des procès ont été publiés, ils sont extrêmement intéressants à lire. Alors, le procureur impérial porte un nom qui est quand même difficile à porter parce qu'il s'appelle Monsieur Pinard. Il fait une étude, mon Dieu, assez intéressante de l'œuvre. Il l'étudie, mais il considère que c'est une atteinte aux bonnes mœurs. Flaubert a trouvé un excellent avocat, qui est quelqu'un qui était très connu à l'époque, qui avait joué un rôle politique, d'ailleurs extrêmement important, en 1848, puisqu'il était le président de la Chambre des députés en 1848. Il était d'origine rouennaise et il a fait une plaidoirie qui a permis l'acquittement de Flaubert. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Flaubert a des relations importantes, et ça a beaucoup joué certainement dans son acquittement. Le pauvre Charles Baudelaire, qui avait certainement beaucoup moins de relations que Flaubert, a été condamné la même année par le dénommé Pinard. Alors, on a inventé donc ce néologisme de bovarisme qui est un peu la fausse idée, c'est de croire à la dépression de Madame Bovary. C'est pas tout à fait ça le bovarisme. Le bovarisme, c'est la faculté de se concevoir autre que l'on est dans la réalité. Et c'était le problème de beaucoup de gens, et c'était aussi le problème de Flaubert. Dans l'œuvre suivante, il veut se démarquer de cette œuvre relativement intimiste de Madame Bovary. Il y a une sorte de provocation, si vous voulez, si on peut dire, et il va écrire Salammbô. Encore une fois, il va sur place, il lit tout ce qui existe à l'époque sur l'archéologie carthaginoise, moyennant quoi, quand son livre sortira, il sera attaqué par certains archéologues qui finalement s'avéreront être eux dans l'erreur, alors que lui, Flaubert, expose assez réellement comment était Carthage. Alors il est vrai qu'il était allé sur place et qu'il avait visité le site de Carthage. Alors là aussi, c'est un énorme succès, et si vous voulez, à cette époque-là, il est connu et reconnu par tout le monde comme étant un grand écrivain. Donc il n'est pas du tout maudit, si vous voulez. Il est reçu par Napoléon III à la cour. Il est reçu en particulier par la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde, et avec laquelle d'ailleurs il va rester en relation jusqu'à sa mort. Et puis, il fait partie, on dirait, de l'intelligentsia de l'époque, et il participe à ces fameux dîners chez Magny qui regroupent un certain nombre de littérateurs. Alors, c'était très à la mode à l'époque, il y en avait d'autres de ces dîners. Magny était un restaurateur très, très connu qui se trouvait au quartier latin, vers la rue Saint-André-des-Arts. Je vous montre une photo de l'époque. Cette rue, grosso modo, est vers la rue Dauphine actuellement. Alors, il va continuer à travailler et rédiger
c'est pratiquement la troisième formule de l'éducation sentimentale. Et il l'avait commencé en 1843 et il ne l'a publié qu'en 1869. Alors cette œuvre, qui est un peu moins connue que les deux précédentes, est très largement autobiographique. Il raconte sous des noms d'emprunt ses propres amours, et c'est un témoignage extrêmement intéressant de la période de la jeunesse de Flaubert, c'est-à-dire le contexte politique de la jeunesse de Flaubert, en particulier les années autour de 1848, avant 1848, 1847, 1848. Et si vous voulez, si on veut connaître les mentalités sous le règne de Louis-Philippe, eh bien, il faut absolument lire l'Éducation sentimentale, qui est bien sûr extrêmement bien écrit, comme toutes les œuvres de Flaubert. Alors, les 10 dernières années de Flaubert, malheureusement, vont être extrêmement difficiles sur tous les plans. D'abord, il y a la guerre de 1870. La Normandie est occupée par les troupes prussiennes. Flaubert est obligé de fuir. Il va à Dieppe. Sa maison du Croisset est occupée par l'armée prussienne qui, contrairement à ce que Flaubert craignait, va être assez respectueuse et sa maison ne sera absolument pas pillée. Par contre, il va perdre sa mère. Il avait une relation très fusionnelle avec sa mère. Depuis la mort de son père, il vivait avec sa mère en permanence. Et évidemment, la mort de sa mère a été pour lui une très grande tristesse. Alors, il rédige, il commence la rédaction de Bouvard et Pécuchet, mais il va surtout rassembler une très grosse documentation. C'est le typique de Flaubert, mais il passe des années à rassembler de la documentation. Et là, c'est tout à fait encyclopédique. Je vous montre le cabinet de travail de Flaubert, donc la maison principale, malheureusement n'existe plus, il n'y a plus que ce pavillon que vous visiterez. Alors qu'il aimait beaucoup l'art en général et la beauté en particulier, son cadre de vie, là je vous montre un dessin qu'a fait sa nièce Caroline, qui montre son cabinet de travail dans sa maison, donc il n'existe plus. C'est assez typique de cette esthétique du 19e siècle de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il y a une masse d'objets, pas toujours d'ailleurs de très très bons. Il va faire paraître son autre œuvre auquel il pense depuis des années, qui est La Tentation de Saint-Antoine, qui est une sorte de fantasmagorie, donc des visions de Saint-Antoine, qui est une sorte d'intermédiaire entre une pièce de théâtre et un roman, et qui n'est que la troisième mouture de la Tentation. Parfois, on parle des Tentations de Saint-Antoine. Alors là, le public ne suit pas du tout, c'est l'incompréhension totale, mais c'est une œuvre qui va être redécouverte bien après, en particulier par les symbolistes. Alors sinon, il va y avoir une catastrophe financière. Il avait confié tout ce qu'il avait, ce qui était considérable, au mari de sa nièce, et malheureusement, celui-ci fait de très mauvaises affaires, il est ruiné, et pour pas qu'il soit déclaré en faillite, eh bien, c'est Flaubert qui va donner tout ce qu'il possède à son neveu et à sa nièce. Il semblerait qu'il n'ait pas eu en retour une reconnaissance très grande de la part de son neveu et de sa nièce. En tout cas, il tombe en dépression et pendant une bonne partie de l'année 1875, jusqu'au mois de septembre, où en septembre, il va aller sur la côte normande. Le fait de se ressourcer
dans ses racines normandes et puis d'être sur le bord de la mer, eh bien son état va s'améliorer et il va commencer la rédaction du premier des trois contes, qui est la légende de Saint Julien l'Hospitalier. Et donc il se remémore ce qu'il avait vu en 1844, donc 30 ans avant, à la cathédrale de Rouen, qui racontait le vitrail qui racontait l'histoire de Saint Julien. Ensuite, il va écrire Le Cœur simple, qui est vraiment autobiographique. Il va copier la vie d'une servante, enfin l'état d'esprit d'une servante qui l'a accompagnée pendant toute sa vie, et elle va lui servir de modèle pour Félicie. Et puis, il va reprendre l'élaboration de Bouvard et Pécuchet et du dictionnaire des idées reçues. On pense qu'il avait prévu de l'intégrer. Alors, il meurt brutalement d'un accident vasculaire cérébral à 58 ans, ce qui est quand même très très jeune. Et quand il meurt, il est connu et reconnu par toute la génération suivante comme un maître. Et il va y avoir une sorte de deuil national, si vous voulez, dans les lettres françaises. Alors, un mot sur Maupassant. Maupassant était pas directement apparenté à Flaubert, mais c'était le fils d'amis très proches de Flaubert. Et Maupassant s'est toujours considéré comme le fils spirituel de Flaubert, et Flaubert l'a aidé dans beaucoup de ses débuts. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais repasser la parole à Magali. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir replongé dans ce monde flaubertien, on va dire. Et je vais donc poursuivre. Si vous pouvez, donc c'est bon. Christian, si vous pouvez me repasser animateur pour que je puisse partager mon écran, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Voilà, mesdames, messieurs, donc Christian nous a replongé dans ce monde flaubertien. Donc à présent, nous allons parcourir ensemble d'un côté plus touristique les visites donc, qui sont prévues lors de cette escapade, donc, qui a été concoctée, comme je vous le disais, par Madame Oksana Garin, l'une de nos fidèles conférencières. Ce voyage donc, qui aura lieu du 10 au 12 septembre 2021. Donc 2021 sera l'année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Donc Christian, à travers donc, ses propos, vous a parlé donc de sa naissance, la vie de Flaubert en Normandie, son attachement à cette région, notamment comme territoire d'écriture d'une partie de ses œuvres, la notoriété internationale de l'écrivain, puisqu'il faut savoir que ces œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues et font de Gustave Flaubert un artiste un petit peu hors norme, on dira, dans l'histoire de la Normandie. Cette Normandie qui a été aussi le berceau d'un bon nombre d'artistes, de peintres, vous savez, d'impressionnistes. On pourrait évoquer diverses thématiques pour cette région. On a choisi, grâce à ce bicentenaire, de parler donc de Gustave Flaubert. Donc, notre point de départ pour ce voyage est Paris. Nous partons donc en autocar avec notre conférencière. Donc, le rendez-vous est au centre de Paris. Et en 2 heures de route, après un trajet autoroutier, nous arrivons donc au cœur même de la Normandie, dans cette ville de Rouen. Pardon. Donc, depuis Paris, donc nous longeons en fait les boucles de la Seine. C'est un trajet, je pense qu'un bon nombre d'entre vous connaissent, mais des fois, on ne prête pas toujours attention au paysage. Et il est aussi agréable de s'arrêter de temps en temps pour justement regarder les différentes vues que l'on peut avoir, puisque ces paysages de Seine, ces méandres sont toujours une belle invitation au voyage. Ces paysages ont été immortalisés, je vous le disais, par les maîtres impressionnistes, par William Turner également. Le fleuve dispose de plusieurs points de vue qui mêlent aussi bien nature, patrimoine des différentes villes. On va longer une partie du département
de l'Eure, aller vers la ville de Vernon, où à partir d'ici commencent les méandres de la Seine, pour accéder ensuite à travers un écrin de verdure, donc à la ville de Rouen, en passant par des coteaux, apercevant différentes falaises calcaires, pour arriver ensuite donc dans cette ville qui est capitale de la région Normandie, donc au cœur de la Seine-Maritime. Donc à seulement 2 heures de Paris, donc j'ai repris ici les quelques points forts pour ce voyage, cette escapade culturelle. Donc c'est un rythme assez paisible, vous le verrez. Pour ces 3 jours de voyage, c'est 2 nuits alliant découverte et convivialité avec Oksana. Le confort et la quiétude d'un seul hôtel pour ce voyage, je vous le présenterai dans quelques minutes, donc un hôtel de charme au centre historique de la ville de Rouen. Ici, donc, notre trajet de Paris, donc le long de la Seine, pour nous mener vers Rouen, donc en parcourant les différents méandres de la Seine. Nous arrivons donc après 2 heures en cours de matinée dans cette ville, donc capitale de Normandie, que l'on surnomme aussi la ville aux 100 clochers. Ce panorama donc sur la ville a été pris depuis la côte Sainte-Catherine. C'est à cet endroit qu'on peut avoir l'un des plus beaux panoramas sur la ville. D'ailleurs, ce panorama a été aussi immortalisé par Claude Monet. Rouen est une commune du nord-ouest, donc de la Normandie, traversée par la Seine, ici vous le voyez, une ville portuaire, préfecture aussi du département de la Seine-Maritime. Cette ville aux 100 clochers fut marquée par l'histoire depuis les temps romains. Son architecture, vous le verrez au cours de ces quelques minutes de présentation, est le témoignage de son passé avec de nombreuses églises, une architecture gothique qui est très présente. Au cœur historique de la ville, des ruelles pavées, des maisons médiévales, des maisons à colombages, donc qui vont représenter vraiment le vieux Rouen. Une ville à la fois moderne, traditionnelle, une ville qui regorge, vous le verrez, de nombreux sites à découvrir, et l'histoire assez riche de cette cité normande se confond bien sûr avec l'histoire de France et témoigne aussi de sa dimension politique et économique. Une ville qui est reconnue mondialement pour son patrimoine médiéval, puisqu'elle vous surprendra par sa diversité au niveau des monuments, sa richesse, les différents musées. On aura l'occasion d'en visiter quelques-uns, dédiés bien sûr à notre thématique sur Gustave Flaubert. Des expositions, puisqu'elles sont nombreuses cette année à Rouen, et dédiées à Gustave Flaubert. Outre donc Flaubert qui a marqué l'histoire de cette région, on a aussi d'autres personnages que l'on peut bien sûr, qu'on ne peut pas ne pas évoquer lorsque l'on parle de Rouen, hein, Jeanne d'Arc, Pierre Corneille, bien sûr, qui ont fait l'histoire de cette ville. Nous allons commencer donc notre visite et ce sera l'objet de notre premier jour. Notre premier jour sera consacré à la visite de l'île de Rouen et de quelques-uns de ses musées. Nous commençons ici par la rue certainement la plus célèbre du centre historique de Rouen. Il s'agit de la rue du Gros Horloge, la rue piétonne, avec au centre de celle-ci ce fameux Gros Horloge, un ensemble architectural qui est constitué d'un beffroi gothique, une arcade comme vous pouvez l'apercevoir ici, surmontée d'un cadran Renaissance et d'une fontaine du XVIIIe siècle. Ce beffroi abrite les cloches de la ville. Et il faut savoir que c'est l'un des plus anciens mécanismes d'horlogerie en Europe et toujours en fonctionnement. Cet endroit se visite encore d'ailleurs, donc nous passerons sous cette arcade pour continuer notre cheminement à pied donc dans cette fameuse rue du Gros Horloge en admirant ces différentes maisons à colombage. Et cette rue va nous mener vers cette magnifique cathédrale Notre-Dame de Rouen, donc qui est au cœur de la ville historique. Une cathédrale qui résume assez bien l'évolution de l'architecture gothique, puisque le début de sa construction date du XIIe siècle sur les fondations d'une basilique du IVe siècle. Ensuite a été construit un ensemble roman au XIe siècle. Cette cathédrale, comme un bon nombre en France, a fait l'objet de nombreuses invasions, destructions. Elle a été détruite lors d'invasions vikings au IXe siècle, partiellement détruite malheureusement comme une grande partie du centre historique de Rouen lors des bombardements donc, pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944. La cathédrale a été ensuite reconstruite régulièrement, bien sûr, elle est rénovée. C'est une cathédrale donc, qui fait partie des cathédrales majeures en France, des cathédrales gothiques.
Sa flèche en fonte s'élève à 151 mètres, donc il faut savoir que c'est la plus haute flèche de France depuis le 19e siècle. Cette cathédrale est l'une des seules aussi à bénéficier d'un palais épiscopal avec encore un archevêque à côté, donc dans ce palais épiscopal. Nous visiterons donc l'intérieur de la cathédrale, donc ici quelques détails de cette très belle façade gothique qui s'apparente vraiment à une dentelle de pierre. Je vous ai placé ici quelques photos montrant ces magnifiques statues qui sont des copies qui ont été mises après plusieurs restaurations. Les originaux sont conservés à l'intérieur de la cathédrale, dans leur déambulatoire que vous aurez le plaisir de visiter également. Voici quelques photos de l'intérieur de la cathédrale, cette nef absolument superbe avec ses voûtes d'ogives, cette voûte gothique. À gauche de l'écran, vous avez le déambulatoire avec justement les statues originales qui étaient avant sur la façade et qui ont été placées ici, et les fameux vitraux dont Christian vous a parlé, puisque ces vitraux ont inspiré donc en particulier Gustave Flaubert pour écrire son conte, sa légende de Saint-Julien hospitalier. Donc voici ici quelques exemples des très beaux vitraux que l'on peut apercevoir à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. À l'intérieur de celle-ci aussi se trouvent quelques gisants, quelques tombeaux, parmi donc les tombeaux des ducs de Normandie, parmi lesquels on va trouver le tombeau de Rollon, donc le fondateur du duché en 911, ainsi que le gisant de Richard Cœur de Lion, donc roi d'Angleterre et duc de Normandie. Après la visite donc de la cathédrale, nous continuons notre promenade pédestre avec notre guide conférencière Oksana. Et devant la cathédrale, nous pourrons apercevoir cette très belle façade également qui est à gauche de l'écran, qui était à l'origine le bureau des finances, puisqu'en 1509, Thomas Boyer, général des finances de Normandie, confia à Rouland-le-Roux le soin de construire l'hôtel des généraux des finances, qui deviendra ensuite le bureau des finances, donc situé juste en face de la cathédrale. Et ce monument donc, a été élevé pendant la première partie du XVIe siècle. Donc, lui aussi représente une belle architecture gothique avec une ornementation très riche. Je vous en parle aussi aujourd'hui parce qu'il fait partie vraiment des monuments majeurs du centre historique et il abrite l'Office de tourisme de Rouen. Sur cette vue, vous pouvez apercevoir encore quelques maisons à pans de bois que nous verrons donc lors de notre promenade, qui nous mènera ensuite vers la place du Vieux Marché, où on évoquera bien sûr le souvenir de Jeanne d'Arc, puisque c'est à cet endroit que Jeanne d'Arc a été brûlée le 30 mai 1431. À l'emplacement sur cette place se trouve maintenant une grande croix et une église assez moderne a été construite, une église contemporaine. Nous poursuivons et parmi les monuments historiques et toujours dans le domaine de l'architecture gothique, nous verrons donc le palais de justice qui est à gauche de votre écran, le palais de justice de Rouen qui fait partie aussi des édifices civils gothiques très représentatifs en France. Il a été construit donc à la fin du Moyen-Âge sur les vestiges de l'ancien quartier juif de la ville, détruit après l'expulsion des Juifs en 1306. La partie la plus ancienne est la partie ouest de ce palais de justice qui a été construite à partir de 1499 pour abriter la haute cour judiciaire et la cour financière. Ce palais a été transformé ensuite en palais de Normandie en 1515 et le bâtiment abrite aujourd'hui donc le palais de justice de la ville. Donc il est toujours en fonction et là encore, on ne peut être qu'admiratif devant cette superbe façade, tous ces détails, ces balcons sculptés, ces balustrades, ces pinacles absolument superbes. À droite de l'écran, ici, vous apercevez donc l'être Saint-Maclou, qui fait partie aussi des sites incontournables du centre historique, un lieu emblématique du patrimoine rouennais, un lieu classé monument historique en 1862. L'être Saint-Maclou est l'un des derniers cimetières à galeries subsistant en France. C'est le deuxième monument d'ailleurs le plus visité à Rouen après la cathédrale. Il accueille environ 300 000 visiteurs par an. C'est un endroit qui a été restauré assez récemment par la métropole et c'est vrai que ça fait partie des joyaux du patrimoine. Donc vous pourrez visiter cet être Saint-Maclou avec ses différentes galeries, la beauté, vous pourrez apprécier la beauté de ses façades, ses décors sculptés en bois, des décors macabres.
sa charpente, qui est aussi très intéressante, ses différentes menuiseries, et une partie de l'être Saint-Maclou est transformée maintenant en galerie d'art, les ailes nord et est. Nous allons poursuivre notre programme dans cette ville, et cette fois-ci, nous nous intéresserons donc à une autre étape dans ce monde flaubertien. Christian nous en a parlé aussi. Il s'agit donc de la maison de Ferdinand Marou. Alors celle-ci est à côté du centre historique de Rouen, donc on reprendra l'autocar entre le centre historique et cette rue, puisque la maison Ferdinand Marou se trouve donc à quelques pas de la gare ferroviaire de Rouen. Elle se situe au 29 de la rue Verte. C'est un lieu assez insolite et c'est vrai que très souvent on passe devant cette façade sans même la voir, sans même s'y arrêter, alors que c'est vraiment une façade absolument super, comme vous pouvez le voir ici. C'est en fait l'ancienne maison de Ferdinand Marou. Donc sa maison, pas son atelier. Son atelier, il est un petit peu plus bas dans la ville. Il a été transformé maintenant d'ailleurs en salon de thé. Qui est cette Ferdinand Marou? Donc c'est un autodidacte, l'un des plus grands ferronniers qui a notamment réalisé les clochetons de la cathédrale de Rouen, les épis de la toiture du Gros Horloge dont on a parlé tout à l'heure, et aussi donc la tour Jeanne d'Arc. Alors cette maison est bien moins connue que son atelier, mais c'est vrai qu'elle est tout à fait représentative du personnage. Cette façade donc est une façade de bois agrémentée donc de ferronnerie. C'est une façade qu'il a sculptée avec cette ferronnerie d'art. Elle date du 19e siècle et elle abrite actuellement donc des bureaux puisque c'est le Centre régional de documentation de l'architecture et du patrimoine. Alors, on s'y intéresse, je vous en parle particulièrement parce qu'à cette période, je crois que c'est à partir du mois de mai, donc à partir actuellement jusqu'à fin novembre, elle va accueillir l'exposition Madame Rêve en Bovary. Donc, vous avez l'affiche ici. Christian vous a parlé tout à l'heure de Madame Bovary. Eh bien, cette exposition est organisée ici, donc dans la maison de Ferdinand Marou. Alors, c'est une exposition que l'on va qualifier de hors les murs. C'est une exposition qui est organisée par le château de Martinville, qui sera l'une des étapes aussi de notre escapade, on va en parler dans quelques instants, et elle se déroule ici dans cette demeure de ce ferronnier d'art, à travers cette exposition. Donc, ce sera l'occasion, bien sûr, d'évoquer cet épisode de Madame Bovary et de cette œuvre littéraire. Donc, cette très belle façade Renaissance, vous verrez, est très détaillée également. Elle comprend notamment 2 bustes d'Hermès surmontés par des cariatides. Enfin, c'est un art assez éclectique que l'on va trouver sur cette façade d'une bâtisse typique du 19e siècle. Nous poursuivons donc après avoir contemplé cette façade et visité l'exposition donc de Madame Rêve en Bovary. Nous allons nous diriger vers le musée donc, de la médecine. Ce musée donc également dont Christian vous a parlé, puisque ce musée est attenant à l'Hôtel-Dieu, donc au centre de Rouen. Ce musée donc s'appelle réellement Musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Il est situé dans le pavillon donc de l'Hôtel-Dieu que vous apercevez donc en haut à gauche. C'est à cet endroit où est né Gustave Flaubert le 12 décembre 1821, puisque Christian vous en a parlé, son père était chirurgien. Ce musée donc va nous présenter les souvenirs de la famille Flaubert, évoquer l'histoire également de la médecine du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Donc, c'est un musée qui se compose de 11 salles avec des collections permanentes qui sont à découvrir. Vous avez ici quelques exemples des différentes salles. On pourra découvrir donc un cabinet, une salle donc représentant l'apothicaire, un cabinet dentaire également, de nombreux objets insolites. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Vous apercevez en bas à gauche de la photo d'ailleurs ce lit assez grand. C'est un lit de malade à 6 places, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, on verra ça à l'intérieur du musée. Parmi les pièces aussi insolites, il y a un perchoir à sangsues, un mannequin d'accouchement datant du XVIIIe siècle. Vous l'avez compris, donc c'est un musée à double vocation, à vocation médicale et à vocation littéraire, puisqu'on y verra aussi, vous l'apercevez donc sur cet écran en bas à droite, la chambre natale de Gustave Flaubert avec ses souvenirs de jeunesse et quelques portraits de famille. Donc, nous visiterons ce musée. Nous pourrons également profiter du joli jardin attenant
au musée. Et nous terminerons notre journée rouennaise, si je puis dire, avec la visite de l'expo Salammbô au musée des Beaux-Arts de Rouen. Musée que je vous recommande tout particulièrement en dehors de cette exposition, puisque nous allons consacrer notre visite uniquement à l'exposition Salammbô. Mais c'est vrai que c'est un musée qui recèle de véritables trésors, de très belles pièces. Un musée qui a été ouvert en 1809. Il fait partie des musées majeurs de France pour ses collections importantes, puisqu'il couvre une époque du XVIe au XXe siècle, avec des pièces du Caravage, Velázquez, Poussin, Rubens, Delacroix, Géricault, Duchamp également, ils sont exposés, et la plus importante collection impressionniste en dehors de Paris, avec de très belles œuvres de Monet, Pissarro, Renoir, Sisley. Donc, je ferme la parenthèse et ensemble, nous le visiterons pour parler, donc bien sûr, de cette œuvre Salammbô, l'une des œuvres aussi de Gustave Flaubert. Flaubert et l'art de son temps s'intitule aussi cette exposition. Entre nostalgie et rêve d'Orient, c'est une exposition qui est réalisée en coopération avec le MUSEM, donc le musée de Marseille. Donc cet ouvrage, Christian vous en a parlé également, Flaubert l'a écrit en s'inspirant de son voyage donc à Carthage. Donc ce sera l'évocation de ses souvenirs de Carthage, de la Tunisie. En fin de journée, eh bien, nous rejoindrons notre hôtel. Donc, l'hôtel que nous avons choisi avec Oksana est un hôtel très central au cœur historique de la ville, à 300 mètres de la cathédrale Notre-Dame, faisant face au musée historial d'ailleurs Jeanne d'Arc. Un hôtel qu'on pourrait qualifier de boutique-hôtel, vraiment un petit hôtel de charme, classé 3 étoiles, un établissement qui compte 26 chambres, tout à fait cosy et décorées de teintes très douces. C'est à l'origine une vaste maison qui a été transformée en auberge, puis en hôtel. Donc, juste quelques mots pour l'histoire qui est intéressante tout de même de cet hôtel. À l'origine, cet endroit s'appelait l'Hôtel de l'Univers et après, il a pris l'hôtel plus logique, l'hôtel de la cathédrale, juste à côté. Il a fait partie, malheureusement, des nombreuses destructions de la Seconde Guerre mondiale, reconstruit ensuite, aménagé donc en établissement hôtelier. Quelques éléments comme l'imposante cheminée que vous pouvez apercevoir ici dans la salle du petit déjeuner font partie des éléments qui ont été rescatés lors des bombardements. C'est un endroit aussi qui a été côtoyé par des grands de ce monde, on va dire, puisque c'est un endroit où Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir aimaient se retrouver dans ce lieu calme et discret. La légende raconte aussi que Pierre Corneille, le célèbre dramaturge français, a écrit dans cet établissement le Cid, Pierre Corneille était familier et fréquentait notamment le fils de la famille qui avait cet hôtel. Donc, nous resterons 2 nuits dans cet hôtel au cœur de la ville, ce qui vous laissera aussi le loisir, pourquoi pas, en soirée, de pouvoir ressortir seul, déambuler, profiter des charmes de la ville. Notre deuxième jour, donc, bien, nous quitterons Rouen, pas pour aller très très loin, puisque vraiment, au cours de cette échappée culturelle, nous faisons des petites distances, vraiment. Nous irons vers la ville, enfin le village, on va dire, de Ry, le château de Martinville. Donc, nous allons rayonner, on va dire, autour de Rouen, dans un rayon entre 15 et 18 km, donc c'est pas très loin. Nous irons vers Ry. Je vous ai placé ici quelques photos de Ry, encore des maisons à colombage, puisque c'est ce qui va caractériser un bon nombre de villages, de villes en Normandie. Ry, à l'époque de Gustave Flaubert, ne s'appelait pas Ry, hein, si vous avez relu tous ses romans. La ville s'appelait Yonville. Il en parle donc sous le nom de Yonville. C'est dans cette ville que Madame Bovary est inspirée donc par un fait divers survenu dans un village dont on dit un village à 8 lieues de Rouen, donc c'est ce fameux village. Une étude de mœurs assez forte qui s'inscrit donc dans le territoire de la Seine-Maritime, qui évoque donc la vie au cœur de ce pays de Caux, traversé par un affluent donc de l'Andelle, à côté de la ville de Rouen. Donc, nous parcourrons cette ville de Ry et on évoquera bien sûr le souvenir ici d'Emma Bovary avant de rejoindre le très beau château de Martinville qui se trouve donc à quelques kilomètres de Ry. Nous aurons déjeuné juste avant dans une autre ville qui s'appelle Lyons-la-Forêt, donc tout à côté, hein, toutes ces villes se tiennent. Et l'après-midi sera consacré à la visite du château de Martinville qui se trouve à quelques kilomètres de Ry.
Ce château de Martinville qui a servi aussi d'inspiration à Flaubert justement pour planter le décor de son roman Madame Bovary. Ce château de Martinville dont vous avez ici la façade et ces très beaux jardins font partie des édifices de la période Renaissance. C'est un musée donc, qui appartient maintenant au département et qui abrite le musée d'art et tradition normand. Un musée, donc les collections du musée s'inscrivent, vous verrez, dans la mise en valeur des scènes des œuvres de Gustave Flaubert, puisqu'on va retrouver à l'intérieur de ce musée l'évocation de la petite bourgeoisie normande que l'auteur justement aime à décrire dans son ouvrage Madame Bovary. Le musée donc est classé monument historique depuis 1889 et c'est à l'intérieur de ce musée que vous trouverez ces différentes pièces comme vous pouvez le voir ici. Donc, souvenirs de mobilier. Vous avez de très belles collections de mobilier, des costumes d'époque, des céramiques, de la verrerie, des objets permettant d'évoquer la vie quotidienne en Normandie, donc entre le 15e siècle et le 19e siècle, donc, qui permettent de découvrir un petit peu ces traditions populaires. C'est un musée qui, plus récemment, a été enrichi grâce à de généreux dons, on va dire, et notamment dans le domaine du textile. Actuellement, on trouve à peu près 15 000 pièces à l'intérieur de ce musée ethnographique, également de très belles collections de costumes normands, de coiffes, des bijoux. Donc, vous pourrez découvrir à l'intérieur de ce musée. Après la visite de celui-ci en fin de journée, donc ici une photo de Lyons-la-Forêt que nous verrons aussi en passant pour rejoindre le château de Martinville. En fin de journée, donc, nous reviendrons vers Rouen pour passer notre deuxième nuit dans le même hôtel, donc notre deuxième et dernière nuit donc, dans l'hôtel de la cathédrale. Et le troisième jour donc, sera dédié donc, au pavillon Flaubert, donc à Croissé. Donc, Croissé se situe sur la commune de Canteleu, donc dans la périphérie de Rouen, à peu près 5-6 km à vol d'oiseau. Donc ici, Christian vous en a parlé également, il reste quelques vestiges de ce pavillon Flaubert. Le pavillon de jardin que l'on voit ici sur ces vues est le seul vestige de la propriété qui est située donc, au bord de la Seine, où Flaubert a vécu 35 ans et a écrit l'ensemble de son œuvre. C'est ici donc qu'il recevait notamment au bord de l'eau ses amis Maupassant, Louis Bouillet, Georges Sand, les frères Goncourt également, et c'est ici où il a écrit une partie de son œuvre, Bouvard et Pécuchet. Donc, on peut visiter encore ce pavillon à l'heure actuelle. À l'intérieur, donc, vous trouverez quelques vestiges de cette période, des portraits, également un fauteuil haut, un divan où Flaubert faisait notamment la sieste, la table en chêne où il écrivait, enfin son bureau. Ce contexte vous permettra d'imaginer un petit peu ce monde flaubertien, son cabinet de travail. Vous avez d'ailleurs ici une gravure de son cabinet de travail. Nous déjeunerons donc en périphérie de ce site et nous reprendrons ensuite déjà, je dirais, la route pour retourner vers Paris. Donc, nous reprendrons la vallée de la Seine pour rentrer ensuite. Et sur notre route, nous ferons un arrêt vers un autre site emblématique que vous avez certainement aperçu si vous n'êtes peut-être pas allé à Rouen, mais au-delà, puisqu'on l'aperçoit vraiment depuis l'autoroute. C'est ce château Robert le Diable, un château qui date du temps des ducs de Normandie, qui lui aussi a été de nombreuses fois démoli, notamment pendant la guerre de Cent Ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un château donc, que vous pouvez apercevoir ici, qui a conservé sa base médiévale. Il est classé parmi les sites naturels. Et notamment, donc, on fait cet arrêt donc, pour son château, mais aussi pour le panorama, puisqu'ici, on a un très joli panorama sur toute la vallée de la Seine. Et nous rentrerons donc vers Paris ensuite en fin de journée, après cette escapade flaubertienne donc dans la région rouennaise. Voilà, mesdames, messieurs, donc le programme de cette escapade en compagnie d'Oksana, donc qui aura lieu au mois de septembre, je le répète, du 10 au 12 septembre 2021, donc année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Il me reste à vous remercier de votre attention, de votre fidélité surtout
à toutes nos visioconférences. C'est vrai que c'est un plaisir toujours pour nous de vous retrouver. Un grand merci aussi à Christian aujourd'hui d'avoir participé, accepté donc notre invitation à cette visioconférence. Et on se retrouvera, mesdames, messieurs, donc le jeudi 3 juin à 10h30 en compagnie donc de Cédric pour évoquer donc un célèbre chef d'orchestre du XXe siècle, Herbert von Karajan. Merci encore et on va à présent vous redonner la parole. Si vous avez des questions, bien entendu, ce sera avec grand plaisir.